Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review de l'épisode 5 de la saison 3 de Foundation. Un épisode vraiment très sympa, surtout visuellement. On a notamment eu droit à une séquence, je pense, d'anthologie, on en reparlera un peu plus tard, et un épisode très intéressant au niveau de son rythme, puisqu'on se concentre un peu plus sur certains personnages, d'autres sont à peine presque des figurants dans cet épisode-là, ce qui est un peu dommage, mais en même temps ça tease des trucs pour la suite, donc pourquoi pas. Donc avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, pensez au like si la vidéo vous plaît, surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce vers quoi nous guide la série. J'avoue que je suis de plus en plus dedans, je trouve cette nouvelle saison vraiment très sympa. En plus là on vient de passer du coup la moitié de saison, donc ça y est, tout est posé pour cette fin de saison qui sera assurément géniale. Déjà là, comme je disais, on a eu une séquence vraiment pas mal. Et donc c'est parti pour l'épisode 5. Donc comme je disais, un épisode 5 qui marque donc la dernière partie de cette première moitié de saison. On est à la moitié donc sur les 10 épisodes que comptera la saison. Un épisode qui fait à nouveau très vite avancer les choses puisque justement il se concentre sur certains personnages en priorité. Même si j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'attends, notamment dans mon cas particulier, que Lee Pace, donc que le frère au grand jour, passe un petit peu à l'action. Et là clairement on nous a montré en quelques minutes que ce serait pas forcément le cas. Déjà il a plus son armure, bon, il se fait bolosser déjà, donc mais c'est pas lui, donc tant mieux, parce que sur le moment quand on le voit arriver à Mycogène et tout et qu'il se fait un peu éclataxe, c'est un peu genre ok, tu peux pas faire mieux, en fait c'est pas lui, ok d'accord, voilà, c'est tout ce qu'on aura. Donc maintenant clairement il a ni ses nanites ni son armure, donc je perds un peu espoir de le voir avoir un petit moment de badassitude, tout ça. Mais surtout ce passage là sert à ce qu'on voit Demerzel trouver le cadavre du garde là qui a été tué donc dans l'épisode précédent, à qui il a donné ses nanites, et pour le coup elle l'a trouvé vraiment de suite, alors qu'il avait l'air de dire oui, quand elle le retrouvera il aura tellement pourri qu'il sera méconnaissable. Pas du tout, il est resté 1h30 dans l'eau, donc ok, est-ce que c'est une facilité de scénario ou est-ce que vraiment c'est juste pour nous montrer que l'empereur en fait il n'est pas forcément très au courant de comment fonctionnent certaines choses, à savoir, j'en sais rien, les méthodes de recherche de Demerzel ou quoi que ce soit. Mais surtout ça permet donc de teaser le fait qu'elle va partir à sa poursuite, enfin pas à sa poursuite à lui, puisqu'elle dit que lui en gros voilà il est perdu, il a plus ses nanites ni rien, donc en fait il n'a plus rien d'empereur qui s'en aille. Mais par contre elle va partir à la poursuite du frère au matin, donc ça ce sera très intéressant, surtout le final de l'épisode qui était comme ça. Et on voit surtout que Demerzel est quand même très en colère d'avoir perdu le contrôle de ses cléons. Et autre truc qui est à peine évoqué, à peine montré dans cet épisode très rapidement, juste pour faire un petit peu avancer le schmilblick aussi, c'est Preacher qui revient donc sur Neo Terminus et qui se fait emprisonner par le maire du coup. Et on voit vite fait le fait que sa gardienne en gros c'est son élève et tout. Ok, ils veulent teaser des trucs, donner un peu de profondeur au personnage avec un background. Déjà on sait qu'il est en relation avec Gal depuis longtemps, qu'il appartient à la deuxième fondation et tout, mais en fait rien n'est vraiment développé, on nous glisse juste des trucs comme ça. Donc j'avoue que ce personnage pour le moment je le trouve finalement un petit peu osef déjà, et puis un petit peu écrit on va dire à la va-vite, enfin je sais pas comment dire ça, mais il manque vraiment d'approfondissement, de profondeur, donc c'est un peu dommage. Mais bon voilà, là dans son cas particulier à ce moment là en tout cas ça sert à surtout expliquer, contextualiser certaines choses par rapport au couple Malo, les influenceurs comme je les appelais, qui au final s'avèrent être de vrais espions officiellement pour la fondation. Donc c'est intéressant de voir que même moi au final j'ai failli me faire avoir en disant ouais c'est des débiles les influenceurs et tout, alors qu'en fait non, c'est leur méthode d'influence justement et d'espionnage. Et c'est d'ailleurs très intéressant de faire un parallèle même avec aujourd'hui. On voit que l'influence, les influenceurs dans ce sens-là, sont une arme de politique extrêmement puissante, surtout dans des pays étrangers par exemple, enfin jusqu'à l'étranger tout. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est très intéressant de voir ça, même si encore une fois c'est évoqué très rapidement, même si on voit que ça va se développer, puisque là on les voit arriver sur Aven, donc la planète des marchands, qui est donc une planète qui appartient officiellement à l'alliance entre guillemets de la fondation, mais on apprend que clairement ils veulent faire sécession, ils se considèrent même plus comme des alliés de la fondation et tout. Donc c'est vraiment ça en fait, on est parti sur la branche égoïste, soif de pouvoir et de richesse des gens de la fondation, puisque voilà, c'est pas parce qu'ils sont partie de la fondation qu'ils sont exempts des défauts humains. Donc ça c'est intéressant, même si encore une fois c'est très peu
développé. On a le personnage de l'oncle là, Malo ou je sais pas quoi, qui lui est clairement très ambigu. Est-ce qu'il va pas finir par trahir et s'allier au mulet, ou est-ce que lui, dans son cas particulier, non, mais les autres marchands vont s'allier au mulet, parce que bon, il est quand même au courant maintenant que la fondation risque d'avoir une arme contre le mulet, donc est-ce que lui, il va pas faire le choix, on va dire, de la sagesse, alors que les autres vont faire le choix du pouvoir? Pourquoi pas, il y a moyen en tout cas, surtout que voilà, il y a vraiment toute cette intrigue qui tourne autour du musicien, qui, cet épisode semble confirmer vraiment que c'est par, notamment Gal et tout, que c'est grâce à son musicien Magnifico qu'il arrive à faire tout ça. J'en doute un peu, je pense qu'effectivement ça peut être un amplificateur, mais de là à lui permettre concrètement de le faire, j'ai un petit doute. Ça va peut-être l'affaiblir un petit peu, mais ce serait un peu trop facile dans ce cas particulier. Et donc on apprend vraiment que les marchands se considèrent comme des ennemis, qui veulent faire sécession et tout. Donc ça paraît intéressant, juste j'espère que ce sera développé, tout ce côté vraiment politique et tout. Ça a l'air d'être le cas, puisque de l'autre côté il y a aussi un pan politique qui se développe du côté de Gal et du frère au matin. Donc ça c'est encore une fois très, très sympa à développer, puisque donc quand même le gros de cet épisode c'était autour de Gal et du frère au matin, qui donc se sont échappés à la fin de l'épisode précédent de Trantor, et là ils arrivent sur une planète. On dirait au début, c'est un peu dommage, c'est presque le seul truc que j'aurais reproché à cet épisode, c'est que on les voit arriver plus ou moins sur une planète, on voit pas forcément la station sur laquelle ils vont se poser et tout, cette espèce de Halo un peu, ça m'a fait des vibes à la Halo ou même à Elysium, ce genre de truc, là où il y a le conseil impérial, tout ça. J'aurais aimé peut-être plus de plans genre de l'espace en fait, où on voit vraiment la structure. Là on la voit vite fait en hologramme, enfin en 3D sur un écran, parce que peut-être qu'ils avaient pas le budget pour le plan, j'en sais rien, et que tout était parti sur l'autre, le plan de Calgan et tout. Mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais donc en gros ils arrivent sur cette planète là, et le frère à l'Aurore va devoir s'infiltrer. Ouais, juste avant on voit un petit moment un peu mélo, un peu genre capillotracté dans l'écriture, j'entends, parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, où on voit Gal vérifier qu'elle a toujours un ovule fécondé qui est là, et en fait c'est celui de du coup Salvor, qui était sa fille. Donc on se doute bien que ce bébé sera l'héroïne, parce que c'est une fille aussi, de la prochaine saison, qui sera sûrement la dernière, la 4e et dernière saison. Ok, genre le teasing fait avec de gros sabots. Est-ce que ce sera Gal qui va carrément porter ce bébé-là? On ne sait pas, mais où est-ce que ça va devenir carrément le messie du futur de l'humanité post-3e crise on sait pas, mais dans tous les cas, c'était fait un petit peu de manière abrupte, je trouvais, dans la narration, dans le fil de l'épisode. Mais pourquoi pas, il fallait le placer, donc ok, même si c'était un peu... Voilà, ça cassait un tout petit peu le rythme. Mais donc ils arrivent sur cette station spatiale, qui est vraiment très sympa, où ils vont le frère à l'Aurore va d'abord essayer de manipuler, enfin en tout cas de faire du chantage à un des conseillers, qui apparemment est un peu un chef de parti, entre guillemets, puisqu'il a plusieurs voix. Bon, en tout cas, il a beaucoup d'influence dans cette espèce de conseil galactique impérial, et donc il va le manipuler. En fait il met des données sur son ordinateur qui dit qu'en fait il aurait collaboré avec le mulet pour l'aider à prendre Calgan et tout, donc voilà, chantage. Sauf que le mec il a sa famille sur Calgan, donc il est contre à la base le blocus. Finalement, il réussit à le convaincre de signer le blocus, donc ça c'était vraiment sympa de voir un petit peu ces joutes verbales et tout, de manipulation, de un peu qui est le plus fort, surtout qu'on voit que l'autre il tient tête au début. On a vraiment un doute sur le fait qu'il va voter pour le blocus, donc c'est intéressant, même si voilà, c'est pas aussi intense que ce qu'on peut avoir dans d'autres séries un peu plus politiques, un peu plus sur les intrigues de couloir, ce genre de choses, mais c'est sympa. Surtout, j'ai beaucoup aimé aussi l'iconographie du conseil et du vote, justement, là, avec leur espèce de sceau qui s'allume d'une couleur selon leur vote et tout. C'était très joli en termes de production design et tout ça, les costumes, même la lumière et tout était très sympa sur cette séquence. On a évidemment donc le vote qui est remporté, donc ça c'est cool. Donc pour l'instant la première phase du plan elle est vraiment politique et pas militaire, donc ça c'est intéressant, même si sur le papier là à l'instant T on a l'impression que la solution va être militaire, puisqu'ils réussissent à envoyer toute leur armada machin et tout. Évidemment on l'avait vu dans l'épisode 3 il me semble, le mulet s'est emparé de la station spatiale là où il y a les portails et tout. Donc les vaisseaux passent, il y a une grosse partie de l'armada de l'Empire, il fait péter sa méga bombe qui apparemment détruit le soleil, ou en tout cas crée une espèce d'éruption solaire qui détruit le portail, la flotte, enfin quasiment toute l'armada de l'Empire et Calgan, sauf que le mulet n'est pas là, donc la séquence est vraiment très très belle et tout, surtout qu'à ce niveau-là, au-delà d'être juste beau, mine de rien, le plan, même si on avait vu la mise en place du plan du côté du mulet déjà dans l'épisode, il me semble 3, hein, ou peut-être même la fin du 2, je sais plus, non c'était le 3 je crois, où il prenait d'assaut le portail, mais malgré
malgré tout, il y a quand même le côté mastermind, quoi. Il a réussi en gros à faire exprès de faire venir l'Empire. Donc est-ce que lui aussi il aurait un pouvoir de prédire l'avenir? Il y a moyen. Est-ce que tout simplement c'est juste qu'il a manipulé avec son pouvoir méga giga cheaté? Mais il y a l'histoire de Magnifico, donc j'imagine qu'il n'est pas capable non plus de manipuler l'univers entier, sinon ce serait déjà trop facile. Encore une fois, on nous présente le mulet de manière très éparse, il est très peu présent, on le voit très peu, il est souvent d'ailleurs mis en valeur de manière très dominante, même quand il parle en hologramme, il est géant, même les plans où on le voit lui en direct, il est filmé de manière à ce que vraiment de près et tout, on a vraiment ce côté badass, ce côté, en plus on sait pas où il est, donc il y a vraiment justement cette hésitation. Lui-même il leur dit est-ce que vous savez où je suis? Ben nous non plus on sait pas où il est puisqu'on le voit pas et tout, donc c'est vraiment en termes de mise en scène très sympa. Je trouve que le mulet pour le coup c'est vraiment un personnage qui est très bien soigné au niveau de ses apparitions, de sa mise en scène, de son écriture aussi, même si c'est pas encore extraordinaire, voilà, c'est juste gars badass, 2 points, super pouvoir. Mais je pense que ça va clairement évoluer taré aussi et sadique évidemment, mais en même temps ça colle encore une fois très bien à l'acteur. Ça nous fait presque encore une fois nous dire, comme je le disais déjà depuis 2 ou 3 épisodes, enfin depuis qu'on est au courant en gros, si seulement ils avaient su que cette arme existait, ben, ils auraient pu le faire de suite et que le résultat aurait été le même, sauf que le mulet aurait été éliminé et tout. Donc c'est très intéressant parce que je me dis que Gaal aurait peut-être pas eu le même plan si elle avait su pour cette arme, ou en tout cas si Aurore avait su pour cette arme, mais en même temps quand on se découvre un peu plus tard qu'en fait son plan c'était de faire échouer l'Empire et que l'armada de l'Empire soit détruite pour que l'Empire perde en fait face au mulet, pour que la Fondation après réussisse à l'emporter, au final c'était, voilà, on s'y attendait pas forcément, même si on se doutait qu'elle n'était pas forcément du côté de l'Empire depuis le début, mais c'était vraiment très sympa de voir que en vérité malheureusement elle a manipulé Aurore. D'ailleurs il pète un petit peu un câble, ce qui est compréhensible puisque lui il reste malgré tout attaché à l'Empire, il pensait sauver ce qu'il en restait en tout cas, pas forcément de son pouvoir mais plus de son peuple et de l'organisation politique et tout, donc c'est vraiment très sympa. Pareil, petite parenthèse, mais sur leur relation à tous les deux, j'ai beaucoup aimé aussi la conversation qu'ils ont eue juste avant qu'ils arrivent donc sur la station, l'espèce de halo là, et lui il lui pose des questions normales sur ses pouvoirs, tout ça, puisqu'il est curieux et en même temps un petit peu inquiet, est-ce que vous m'avez manipulé et tout. Ce qui est assez drôle c'est qu'elle dit en gros je vous ai peut-être manipulé à mon insu. Bof, surtout que la plupart du temps apparemment elle l'a quand même rencontré en hologramme et elle-même a dit qu'il fallait que par hologramme le mulet ne pouvait pas, donc si le mulet ne peut pas je pense pas qu'elle puisse non plus, donc c'est un peu bizarre la manière dont elle dit ça, c'est presque comme si elle voulait lui montrer qu'elle a quand même de l'ascendant sur lui, lui faire presque un peu peur, en tout cas l'impressionner, donc c'est un peu bizarre et tout. Mais j'ai bien aimé le fait qu'elle soit vraiment honnête, en mode voilà, c'est possible, je suis capable de faire ci, de faire ça. La deuxième fondation secrète, nonani, et à la fin, comme je disais, elle lui révèle carrément son vrai plan et tout. Donc j'aime bien l'honnêteté de Gaal. J'avoue que en vrai, dans la première saison notamment, je la trouvais très gamine et tout, mais en même temps c'était aussi comme ça qu'il fallait que le personnage évolue. Là j'avoue que son côté un peu mastermind, enfin comploteur en chef en tout cas, faire des plans et tout comme ça, j'aime bien. Donc voilà, à voir après où ça va aller, parce que clairement je pense qu'elle est un peu trop sûre d'elle. Je pense qu'elle a pas vraiment tous les tenants et les aboutissants, même si elle aussi est en dehors de l'histoire, de la psychohistoire, de toutes les prédictions et tout. Certes elle a des visions, tout ça, mais je pense qu'elle est pas au bout de ses surprises. En tout cas j'espère, pour que nous aussi on soit justement rassasiés en termes de surprises, donc ça c'est cool. Mais en gros donc comme elle dit quand elle lui explique à Aurore, fin de l'armada, fin de l'Empire, fin des Cléons, puisque clairement lui il s'est enfui, l'autre il s'est barré aussi, donc qu'est-ce qui va se passer à ce niveau là? D'où effectivement la colère de Merzel, donc Empire qui va péricliter et le mulet du coup qui va s'emparer probablement de la plupart de ses territoires, même de ses forces, probablement même que au-delà des marchands ça va aussi être peut-être ce qui va rester entre guillemets de l'Empire, comme elle dit, le conseil qui va prendre le pouvoir par rapport aux empereurs va tenter de négocier et tout. Est-ce qu'ils vont pas carrément se soumettre à lui, ou j'en sais rien, se le choisir comme nouvel empereur ou que sais-je, histoire de vraiment faire monter la pression du côté de la fondation, tout ça, surtout que si les marchands sont du côté du mulet, ou en tout cas un peu à part dans leur coin, et en tout cas ennemis ou dissidents par rapport à la fondation, ça va forcément créer des tensions et affaiblir leur force et leur plan, leur stratégie, tout ça, donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, aussi à ce niveau-là, j'ai oublié d'en parler, mais c'est quand même important, je trouve, au niveau de la personnalité d'Aurore. C'est ce qui me fait aussi un peu douter sur la manière dont il finit dans cet épisode. On voit qu'au final, il a beau être un gentil gars et tout, depuis qu'on nous le montre, plutôt réfléchi, pas trop dans l'émotion. Là, il tue quand même quelqu'un gratuitement. Certes, il y a beaucoup d'émotions qui sont absentes de cette décision. En gros, elle nous a entendu, c'est une random, on n'a pas les moyens de lui faire effacer la mémoire, c'est le seul moyen de garder notre plan secret et
l'enjeu de la galaxie est plus important qu'une vie de la meuf avec qui machin trompe sa femme. Donc voilà, mais j'ai trouvé un peu dommage le fait de le montrer aussi froid. Ça casse un petit peu le côté, un peu l'affection qu'on a pu nourrir pour lui depuis le début qu'on le voit, où on voit qu'il se posait beaucoup de questions, qu'il n'était pas si catégorique, pas si dogmatique par rapport à l'Empire, par rapport à Demerzel, tout ça, même par rapport à son grand frère avec qui il a une relation vachement intéressante, même le message qu'on voit à la toute fin où il envoie à son frère. Encore une fois, c'est un moyen de montrer la relation vraiment intime qu'ils ont tous les deux, et la relation vraiment de respect, d'affect et tout, donc c'est très intéressant, surtout que c'est émouvant puisque ça sonne énormément comme un truc d'adieu, ça en est un, puisque c'est son courrier de je m'en vais, enfin je suis parti en tout cas. On sait pas trop à quel moment il a envoyé ce message, est-ce que c'est dans sa combinaison, est-ce que c'était quand il était dans le vaisseau, est-ce que c'était quand il était avant de rencontrer on sait pas trop, est-ce que c'était carrément avant de partir, mais dans tous les cas c'est un message très sympa en termes de, voilà, pour créer du lien encore une fois sur ces deux personnages. Surtout que là maintenant il est tout seul sur le trône, il lui reste 4 jours à vivre, mais il est tout seul sur le trône, donc est-ce que clairement il va y avoir des trucs qui vont changer? Forcément, je pense pas que juste ils vont décanter un clone, ce serait trop facile, et puis même au niveau de l'écriture, ce serait pas intéressant, je pense, de ok, boum, on a un nouveau Lee Pace par exemple, ou un nouveau frère à l'aube à l'aurore qui pop, ce serait un peu bizarre, je pense, en termes d'écriture, donc clairement, voilà, surtout que il y a moyen que, comme elle dit, c'est la fin des Cléons, donc ce sera le dernier probablement, le frère au soir. Et surtout, tout ça a, donc encore une fois, par rapport au frère au matin, c'est que là, il a carrément perdu tout son crédit face à l'Empire, donc là, c'est vraiment le coup de grâce sur l'Empire. Gal a très bien réussi à ce niveau-là, sauf qu'en voulant s'enfuir, en refusant entre guillemets de s'enfuir avec Gal, en même temps il refuse de s'enfuir mais il s'échappe de la même manière que ce qu'elle lui avait conseillé de faire. Donc pour le coup, je pense que sur le prochain épisode, voilà, il y aura rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Mais donc au moment où il va pour s'enfuir après avoir mis sa combi et tout, il y a justement le conseiller qui vient. Scène très sympa aussi où il se fait éjecter, c'est très joliment fait. Je m'attendais presque à les voir mourir tous les deux, mais au final non, grâce à sa combinaison, il a survécu et boum, il est éjecté dans l'espace. J'avoue que vu en plus ce qui se passe juste après dans le vaisseau de Gal, je pense qu'ils vont tout simplement, elles vont tout simplement le récupérer. Peut-être inconscient, qui sait, mais elles vont le récupérer et il sera en parfaite santé et il va devenir l'enjeu notamment du prochain épisode où elles vont devoir se battre pour savoir qui des deux femmes le récupère, à savoir donc Demerzel qui a débarqué de nulle part, on sait pas trop comment, dans le vaisseau de Gal, juste avant justement qu'elle s'échappe de la station et qu'elle aille récupérer Aurore. Et là, bon, déjà, c'est génial de voir Demerzel être surprise de tomber sur Gal qui est censée être morte depuis 300 ans, surtout qu'elles se connaissent, donc ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir leur conversation, ça risque d'être à la fois très drôle et très intense. Donc j'imagine aussi qu'à ce niveau-là, Demerzel va, entre guillemets, accuser Gal d'être la cause de tout ce bordel, puisque comme elle n'était pas au courant, et que Gal elle-même échappe un petit peu à la psychohistoire et tout, en gros, ce sera probablement dans la tête de Demerzel de sa faute à elle, qui a manipulé, qui a fait en sorte que la crise arrive, alors au contraire, elle essaye de l'empêcher. Il y aura forcément une opposition idéologique, je pense, entre les deux, mais surtout, j'ai très hâte de voir la manière dont elles vont un peu se rappeler le bon vieux temps. Gal risque, avec son côté un peu rentre-dedans et tout, et très juste par moment, elle risque de lui balancer un truc du genre qu'elle a super bien géré ses empereurs et que l'Empire est florissant grâce à elle, depuis la dernière fois qu'elles se sont vues. Je pense qu'il risque d'y avoir une conversation vraiment très fun à la fois à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement ça risque d'être assez drôle. J'ai hâte de voir, et puis comme je disais, clairement je pense qu'elles vont tout simplement sauver déjà l'empereur et après elles vont se disputer, lui il sera au milieu en mode les parents qui s'engueulent et lui un peu le gamin au milieu. Donc ça risque d'être assez sympa. J'ai hâte de voir encore une fois le développement de Preacher sur New Terminus, parce que c'est vrai qu'on n'a rien vu encore de Neo Terminus. Même lui, ce personnage, ok, il sert un peu de fil rouge à balancer surtout des infos sur le mulet et compagnie. On n'a pas encore grand chose, à part le fait que ce soit le mec de Gal, il n'a pas vraiment d'intérêt plus que ça, puisqu'au final c'est les Malos qui font vraiment tout le taf au niveau de l'espionnage, la récolte d'informations, tout ça. Peut-être que c'est en arrivant sur la planète que lui sera libéré et que là vraiment les choses vont s'accélérer au niveau, voilà, révéler le secret de Magnifico, le début de la guerre entre guillemets, ou en tout cas de la mise en place du conflit avec le mulet ouvertement, surtout que là l'Empire va péricliter, donc la Fondation va forcément essayer de s'imposer. J'ai très hâte de voir tout ce qui va se passer, vraiment d'épisode en épisode, à chaque fois on nous construit un peu plus et en même temps on nous donne de plus en plus d'infos, c'est vraiment intéressant. Personnellement j'ai vraiment toujours à chaque fois envie d'en savoir plus, donc j'espère et j'imagine que vous êtes dans ce cas là aussi, donc n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire, hein. Et sur ce, je pense avoir fait à peu près le tour, donc n'hésitez pas à me dire aussi si j'ai oublié peut-être des éléments qui vous ont marqué. Et aussi petit aparté par rapport à YouTube, je sais pas si vous avez vu, il y a cette histoire de boost là qui vient d'apparaître, il y a beaucoup de monde qui commence à en parler et tout, et justement même
même les gros youtubeurs, enfin ceux avec énormément d'abonnés, disent d'eux-mêmes que en fait c'est pas forcément très utile sur leur chaîne parce qu'il faudrait qu'il y en ait énormément qui mettent des boosts, mais apparemment sur les petites chaînes ça peut avoir son impact. Du coup, pas forcément sur cette vidéo là qui est juste une simple review qui s'adresse vraiment plutôt aux abonnés et aux gens qui aiment bien cette série et qui pourraient passer par là. D'ailleurs bonjour et pensez à vous abonner. Mais plutôt voilà, par exemple la vidéo qui est sortie dimanche dernier ou celle qui sort dimanche là sur Predator, phase 1, je n'en dirai pas plus. Mais n'hésitez pas voilà, à lui mettre peut-être des boosts sur celle-là, les vidéos plutôt écrites, les cultissimes, ce genre de choses, les analyses un peu plus poussées, un peu plus travaillées, surtout que YouTube est vraiment casse-bonbon en ce moment avec les droits d'auteur. Là j'ai encore eu cette semaine des vidéos qui sont sorties il y a 2-3 mois qui ont été strikées pour droits d'auteur, enfin démonétisées pour droits d'auteur, alors que ça faisait 2 mois qu'elles faisaient des vues et avec la pub et compagnie, bon elles ont fait 20 balles, mais donc tant pis, malgré la réclamation ça a été quand même validé, donc je sais pas, j'ai l'impression que à ce niveau-là YouTube a encore évolué, donc super, ou alors c'est juste que la chaîne grossit et que maintenant je passe moins entre les mailles du filet, je ne sais pas. Mais bon du coup voilà, si jamais vous les avez pas encore utilisés pour d'autres chaînes, n'hésitez pas à lâcher vos boosts sur, comme je disais, les vidéos écrites, plutôt celles du dimanche du coup. Donc merci d'avance, ça fait très plaisir et je pense que ce sera d'une aide énorme pour la chaîne, même si vous êtes que quelques-uns à le faire à notre niveau, donc merci d'avance, surtout qu'on est sur la route pour les 10 000, donc c'est l'occasion de mettre un petit coup de boost. Voilà, donc sur ce, encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.